Salut! Aujourd'hui, je viens vous parler de mes 8 dernières lectures. Au menu, nous avons 4 romans jeunes adultes et 4 romans adultes, tout ça dans une variété de genres littéraires. Est-ce que c'est aujourd'hui que j'ai réussi à trouver un 5 étoiles? Oh, pas tout à fait, mais j'ai quand même de très bonnes recommandations à vous donner. C'est parti! Maintenant que j'y pense, j'ai réussi à trouver un 5 étoiles en juin, mais c'était dans mon vlog de lecture québécoise dont je ne vous reparlerai pas aujourd'hui parce que j'en ai amplement parlé dans ce vlog. Donc, je vous invite à aller le voir pour entendre mes avis sur Répond à la lumière de Emma L. Marie, Mr. Big de India Desjardins et Highlands et Roux clair naturel de Fanny Demeule. Alors, pour ce qui est des autres livres que j'ai lus en juin, je vais les grouper dans cette vidéo par tranche d'âge. Donc, d'abord, je vais parler des romans jeunes adultes et je vais finir avec les romans adultes. Le premier livre que j'ai terminé ce mois-ci, qui a malheureusement été une déception, c'est Tokyo Ever After de Emiko Jean. Il a été traduit aux éditions Nathan sous le titre Tokyo Forever, et pourquoi avoir traduit un titre anglais avec un autre titre anglais qui est moins beau? Ça restera à jamais le mystère des maisons d'édition françaises. Donc ce livre, c'est une petite romance contemporaine qui suit une fille qui découvre que le père qu'elle n'a jamais connu est en fait un prince au Japon. Elle va donc partir en avion pour aller rencontrer sa famille et découvrir la culture qu'elle a tenté d'effacer pour se faire accepter par ses camarades américains. J'ai tellement eu de difficultés à finir ce livre, c'était juste vraiment pas pour moi et je comprends pas exactement pourquoi. Ben je comprends pourquoi, je vais vous dire pourquoi. Mais le truc c'est que moi j'adore les livres qui sont fille découvre qu'elle a de la royauté dans le sang, fille découvre qu'elle a une famille riche. Même quand c'est de mauvaise qualité, habituellement je suis capable de m'amuser. Sauf que là, je ne m'amusais pas du tout. Je comprends qu'une jeune fille de 17 ans, ça peut être maladroit. Je le comprends, mais ça n'empêche pas qu'elle était pénible à suivre. La protagoniste faisait tout ce qui était possible pour se mettre les pieds dans les plats en permanence. J'avais aucune affection pour elle. J'avais de la compassion pour sa situation. J'avais de la joie pour les découvertes qu'elle faisait sur elle-même. Mais chacun de ses gestes me faisait physiquement mal tellement j'étais embarrassée. Tout ce que je voulais, c'était m'éloigner d'elle le plus possible. Sinon, un autre point décevant, la romance m'a passé 10 pieds par-dessus la tête. Il n'y a pas eu un seul battement de cœur dans mon torse à ce niveau. Et malheureusement, le dernier point négatif que j'ai à dire, c'est à propos de l'exploration de la culture du Japon. Et là, moi, je sais, je ne suis pas japonaise. Je suis qui pour juger et critiquer de la qualité de ça? Mais quand même, pendant ma lecture, j'ai eu l'impression de lire l'idée que l'autrice avait du Japon, mais à la sauce américaine et avec des personnages japonais qui agissaient comme des Américains. C'est un point dont je n'allais pas vous parler aujourd'hui parce que, comme mentionné, je suis qui, moi, pour parler de ça? Mais, par curiosité, je suis allée voir des critiques de lectrices japonaises et elles partageaient ce sentiment encore plus fortement que moi. Apparemment, même le japonais très basique dans les dialogues avait beaucoup d'erreurs faciles à corriger. Donc voilà, pour moi, personnellement, ce livre est un 2 étoiles parce que le divertissement qu'il m'a offert était pas suffisant pour compenser avec les choses que j'ai pas aimées, mais je considère quand même que c'est un livre qui a son utilité sur le marché. Parce que quand on y pense, il y a déjà 1000 versions de cette même histoire qui laisse à désirer, avec des filles blanches qui sont publiées constamment. Alors c'est quoi le tort d'en avoir un de plus qui représente au moins une réalité différente? Mais bon, pour moi, c'est clair que je n'irai pas le deuxième tome. Maintenant, je vais rapidement vous parler de Sunreach de Brandon Sanderson, qui est le premier de 2 novellas qui sont à lire avant le tome 3 de la série Skyward. Avez-vous compris quelque chose? Bon, apparemment, ces novellas sont nécessaires, même obligatoires, pour comprendre le tome 3. Mais là, j'ai lu le premier des 2. Est-ce que c'était une lecture nécessaire? Non. Donc en bref, cette série, c'est une série de science-fiction jeune adulte où on suit des pilotes de vaisseaux qui défendent leur planète. Dans ce petit livre, on en apprend un peu plus sur une certaine technologie et sur le développement de relations secondaires. C'était pas ennuyant. J'aime les personnages, donc c'est pas ennuyant. Mais est-ce que c'était nécessaire? Est-ce que j'aurais pu vivre ma vie et lire le 3e tome sans avoir lu lui? Oui, absolument. Donc là, je vais quand même lire le 2e novella juste parce que je l'ai emprunté à la bibliothèque. Alors bon, je vais respecter les souhaits de l'auteur et le lire. Mais disons que mes attentes ne sont pas trop hautes. Alors pour ce premier novella, j'ai donné la note de 3 étoiles. Et conseil d'amis, vraiment, si vous n'avez pas envie de lire ce novella, ne le faites pas. C'est une lecture sympathique, mais pas du tout nécessaire. Ensuite, parlons d'une belle surprise. Et quand je dis surprise, c'est pas que ça a été un coup de cœur, mais c'est que mes attentes pour ce livre étaient au tapis. Alors le fait que je l'ai bien aimé, ben, c'est une belle surprise. Il s'agit de
Six Crimson Cranes de Elizabeth Lim qui m'avait été gentiment offert par Signy Daphné. Merci Daphné! C'est une fantaisie qui se déroule dans un monde où la magie est bannie. Notre protagoniste a de la magie en elle et elle se fait surprendre par sa belle-mère qui, elle, a de la magie aussi, mais de la magie noire. Et donc, cette dernière lance un sort à la princesse et à ses 6 frères qu'elle transforme en grues. La princesse devra donc retrouver ses frères et vaincre sa belle-mère. C'est pas une lecture qui offre des choses incroyables, mais ça a été sympathique et agréable du début jusqu'à la fin. Je comprends les critiques qui disent que c'est un peu lent, mais moi j'ai trouvé que c'était une lenteur dans laquelle je me laissais bercer et pas ennuyer. Je m'endormais pas. J'avais souvent envie de rouvrir le livre quand je l'avais déposé, alors pour moi c'est un bon signe. Et chose très rare, la romance là-dedans était sympathique. Je veux pas dire que j'étais comme mais je les détestais pas et je leur souhaitais du succès ensemble. Donc voilà, j'aimerais bien vous le recommander parce que pour moi, ben, c'est une lecture à recommander, mais on dirait que je me sens un petit peu réticente de le recommander juste parce que les avis sont tellement mitigés. Alors, je vous dirais, si vos attentes, comme moi, sont basses, allez-y. Si vous attendez un gros coup de cœur, 5 étoiles, blablabla, vous risquez d'être un petit peu laissé sur votre faim. Donc pour moi, ça a été un 4 étoiles et après l'avoir terminé, j'ai eu le malheur de découvrir qu'il s'agissait d'un premier tome. Mais là, le truc, c'est que je pense pas continuer la série parce qu'il se lisait très bien tout seul. En même temps, les pages couvertures sont tellement belles que peut-être que je vais acheter le deuxième juste parce qu'il est beau et le lire. Et maintenant, le dernier livre jeune adulte que j'ai lu, je vous en ai déjà brièvement parlé dans ma vidéo Mid-Year Book Freakout Tag. Il s'agit du 3e tome de la trilogie des Illuminaires de Neil Shusterman qui s'intitule La Cité des Anges. Je vais pas vous en parler en profondeur parce que je l'ai déjà vanté dans ma dernière vidéo, mais c'est une série que je veux que plus de gens lisent. Donc, je vais en reparler un petit peu. Ça se déroule dans un monde qui est la version morte de la Terre où se retrouvent des enfants et des adolescents qui décèdent mais qui ne sont pas prêts à aller jusqu'au bout du couloir tunnel. Si vous aimez les livres avec un monde, un concept et des idées qui se développent au fil des chapitres à des distances incroyables, c'est la série pour vous. J'avais donné 4 étoiles au premier livre. J'avais trouvé ça bien sympathique et intriguant. Le deuxième livre avait été une claque dans ma face. J'avais donné 4,75 étoiles. Et là, le troisième, j'ai donné 4,5, donc un petit peu moins que le deuxième. Hey, fille de deuxième tome! Mais ça reste quand même une très belle conclusion pour cette très belle série. Je suis juste épatée par l'imagination de l'auteur. Lisez Neil Shusterman, s'il vous plaît. Maintenant, passons aux 4 romans adultes que j'ai lus. Le premier, c'est Billy Summers de Stephen King. Je sais pas comment décrire ce livre parce que c'est pas du tout de l'horreur. C'est pas du tout le Stephen King auquel on est habitué. C'est un thriller, et si vous lisez le résumé, vous allez avoir l'impression de lire le résumé d'un film d'action. Mais la réalité du livre, l'expérience du livre, c'est quelque chose de beaucoup plus progressif, presque même contemplatif. Donc en bref, notre protagoniste, c'est un tueur à gages qui n'accepte que de tuer des mauvaises personnes. Il va être engagé pour son dernier contrat, mais il se doute bien que comme tous les films et les livres de l'univers, quand quelqu'un fait son dernier contrat, ben ça se passe pas comme prévu. Et effectivement, il avait raison. Mais là, le truc spécial, c'est que le résumé, donc le contrat et tout, ça se conclut à 50% du livre. Tout ce que je savais du livre était fini à 50%. Et donc moi, j'étais comme... qu'est-ce qui m'attend? C'est quand même un gros livre, là. Il y a genre 300 pages de choses et géniaux. Écoute, qu'est-ce qui va se passer? Donc ça, j'ai aimé. Mais bon, est-ce que la suite est incroyable? Non, mais je l'ai bien aimé quand même. C'est un livre qui parle de sujets très durs. Et moi, personnellement, j'ai trouvé que ça avait été fait avec respect et compassion. Mais je vous encourage vraiment à aller voir les trigger warnings de ce livre si c'est quelque chose qui vous concerne. Parce qu'il y a des détails. Donc la manière dont je décrirais ce livre réellement, c'est comme si on lisait un film d'action, mais sans l'action. Et là, ça sonne négatif, mais c'était pas ennuyant. C'était jamais ennuyant. C'était juste lent. Ça m'a fait penser un peu à un autre livre de Stephen King qui, ça donne à être mon préféré à vie et je vais même pas essayer de dire le titre parce que je me trompe toujours dans la date. 23 novembre 1963. Est-ce que c'est ça? En tout cas, ce livre était... c'était une sacrée brique et l'histoire, c'était pas ennuyant, mais c'était très progressif. Et c'était quelque chose que j'avais adoré dans ce livre parce que j'avais l'impression de vivre une vie entière. Et là, dans ce livre, j'ai été contente de retrouver l'éclat de ce même sentiment, mais le point négatif le plus majeur que j'ai pour Billy Summers, c'est que j'ai pas eu l'impression de lire du Stephen King. C'était une œuvre adéquate, sympathique, mais il y avait rien d'unique. S'il y avait pas eu le nom de Stephen King sur la page couverture, j'aurais jamais su
su que ça venait de lui. Donc, j'ai donné un bon 3.75 étoiles comme note finale. C'était une bonne lecture, mais je sais pas si c'est une bonne recommandation pour des fans de Stephen King. Je pense en fait que ça va plus plaire aux personnes qui n'aiment pas Stephen King, qui n'aiment pas l'horreur, blablabla, mais qui ont envie de ce genre de roman. La dernière chose que je tiens à dire, parce que sinon je vais me taper sur les doigts de l'avoir oublié, c'est que les personnages étaient attachants dans ce livre. Et ça, c'est un beau bonus. Le prochain livre, ok oui, c'est Dawn de Octavia E. Butler. C'est le début d'une trilogie de science-fiction que je vais certainement continuer. Et là, Octavia E. Butler, cette femme, j'ai envie de me prosterner face à elle. C'est le deuxième livre que je lis d'elle. Elle est juste incroyable. Je l'aime. Bon, on suit une femme qui se réveille captive par des extraterrestres dans leur vaisseau. Elle découvre petit à petit qu'ils ont en fait sauvé l'humanité et l'ont endormi sur leur vaisseau. Et là maintenant, c'est le temps de repeupler la Terre. Évidemment, ben pour y parvenir, il faut que les humains échangent quelque chose avec les extraterrestres. J'ai lu les 30 premières pages de ce livre et j'étais comme, je viens de le trouver, mon 5 étoiles, mon coup de cœur, oui. Là après, malheureusement, on est entré dans une phase de l'histoire avec un élément qui, en général, ne me plaît pas autant. Et ça, c'est l'élément de l'étude et de l'exploration de la culture et de la biologie des extraterrestres. C'était extrêmement fascinant, il y avait des idées vraiment intéressantes là-dedans, mais ça a duré vraiment longtemps, genre 150 pages. Et si c'est votre genre de truc qui vous passionne, vous allez aimer. Mais moi, en général, c'est toujours la partie de la science-fiction qui m'intéresse un peu moins. Donc ça m'a ralenti dans mon élan de coup de cœur. Mais après ça, quand il y a d'autres humains qui ont été mis en scène, oh, ben là j'ai recommencé à aimer. Donc ça finit sur une bonne note pour moi parce que j'ai eu 30 pages de coup de cœur au début et à la fin j'ai eu 150 pages de coup de cœur. Donc c'est un beau 4.25 étoiles et j'ai très hâte de lire la suite. J'ai hâte. Attends un instant. Ok, je vais enregistrer ce que je viens de dire là maintenant avec la date. Nous sommes le 5 juillet. Le 5 juillet 2022, j'avais hâte de lire la suite de ce livre. Et là, quand je vais lire la suite de ce livre, il faut que j'insère le clip que je viens de filmer pour voir combien de temps ça m'a pris pour continuer cette série que j'avais hâte de lire, ok? Alors, l'avant-dernier livre dont je vais vous parler, c'est Mistress of Rome de Kate Quinn. Il a été traduit en français aux éditions Pocket et c'est une fiction historique qui se déroule pendant le 1er siècle de l'Empire de Rome. On suit plusieurs points de vue dans le récit, mais disons que les deux personnages principaux, ce sont une esclave juive et un gladiateur qui tombe amoureux. J'ai à préciser que ce n'est pas un roman historique romance. Une romance historique, bravo. Donc oui, leur romance est à l'avant-plan, peut-être au début de l'histoire, mais après ça, ça va bien au-delà de ça. Je comprenais pas le choix des différentes perspectives au début, je ne voyais pas l'intérêt. Parce que moi, je pensais que ça allait être une romance historique. Mais petit à petit, on voit la toile de toutes les subtilités de la vie sociale et politique dans l'Empire. Et c'était fascinant, surtout dans la deuxième moitié. Je dois avouer que la première moitié, quand j'étais rendue à 30%, j'avais l'impression que ça faisait 10 ans que je lisais ce livre-là. Je me disais, oui, ça va jamais finir. Mais là, quand les pions du récit se sont bien placés, qu'on est entré dans la deuxième moitié, là, j'ai embarqué. J'ai vraiment aimé la richesse du développement des personnages. Ils étaient tous intéressants à suivre et j'ai eu le plaisir de rencontrer la femme de ma vie. Si j'avais lu ce livre avant de filmer mon Mid-Year Book Freakout Tag, j'aurais eu un crush et c'est le personnage de Juliette dans ce livre. Elle était super secondaire à l'histoire, vraiment. Mais juste dans quelques chapitres, oh, elle a volé mon cœur. Je l'aime. Ce livre, c'est le premier tome d'une série, ce que, encore une fois, je ne savais pas. J'arrête pas de me faire prendre. Et là, je suis pas certaine si je vais continuer ou non. Le livre se lisait très bien lui seul, mais j'ai tellement aimé me plonger dans l'atmosphère de l'Empire que je suis pas mal certaine qu'à un certain point, je vais avoir un craving d'y retourner. Donc, je suis bien contente d'avoir les autres tomes pour ça. Voilà, c'était une lecture rafraîchissante. J'ai donné 4.25 étoiles et ça m'a vraiment donné envie de lire plus de livres qui parlent de cette époque. Et pour finir, je vais rapidement vous parler de Martien Go Home de Fredric Brown. C'est un petit roman de science-fiction qui parle d'un futur où subitement il y a 1 milliard de martiens qui apparaissent. Et là je dis futur, c'est un livre qui a été écrit en 1950. Alors le futur qui est discuté là est déjà très loin dans notre passé. Ce qui est cocasse avec cette œuvre, c'est que les martiens ne semblent avoir aucun autre but que celui de faire perdre la tête à toute l'humanité. Ils sont pas là avec des fusils, des armes, blablabla. Non, eux, ils sont juste là pour être à côté de toi, te regarder pendant tes ébats avec ton partenaire pour te faire sentir inconfortable et constamment se moquer. Donc c'était une lecture sympathique qui introduisait des idées face auxquelles j'avais jamais été exposée, donc c'était intéressant, mais
c'est ma deuxième lecture de l'auteur et je pense que ce sera ma dernière. Parce que là, j'ai l'impression que c'est un auteur qui utilise la même formule. Dans les 2 livres que j'ai lus, le protagoniste était un écrivain américain de science-fiction et évidemment, il est amoureux fou d'une femme qui ne sert qu'à le vénérer. Donc oui, après, il y a de l'humour, des péripéties, des idées intéressantes, mais j'ai vraiment l'impression que maintenant, je sais trop à quoi m'attendre en ouvrant un de ses livres. Donc voilà, je pense pas que je vais redonner une chance à l'auteur, malheureusement. J'aime son imagination, mais je suis certaine que je peux trouver mieux avec des perspectives où les femmes sont de vrais êtres humains cette fois-ci. J'ai tout de même donné 3 étoiles parce que ça m'a diverti. Et voilà, c'est ce qui conclut ce point lecture. Comme vous l'avez vu, il n'y a pas eu de 5 étoiles, coup de cœur fou. Mais j'ai fait des bonnes lectures et j'aimerais vraiment savoir dans un commentaire, est-ce que j'ai réussi à vous vendre l'un d'entre eux? Lequel? Et voilà, c'est tout pour la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la suivante. Je poste les vendredis à 10h30 pour le Québec et 16h30 pour la France. Bye bye!